vous n'êtes pas un mauvais fan d'endurance si vous regardez pas une course pendant 8 heures. Voilà. Ah bah attends, moi je suis pas d'accord. Je vous fais une confession. Ah bah moi je vous fais une confession. Les 6 heures de Spa-Francorchamps, les 12 heures de Sebring ou n'importe quelle course, je la regarde pas du début à la fin. Surtout que, roule, alors je me le permets, allez, on est entre nous, rouler sur des billards, c'est pas Peugeot qui le fait, c'est Alpine avec Lisa Billard. Vous l'avez ou pas? Bon, d'accord. Bon. Voilà, merci, c'est tout pour moi. J'ai un contentieux avec Franck Montagny. Franck, si tu entends ce truc, ce message, tu me dois 30 euros. En fait, j'ai anecdote pour finir le podcast. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte sur plusieurs supports, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu changes l'intro à chaque fois, j'aime bien. Chaque semaine je change, on est au 37e numéro de notre podcast et on va se diriger vers le golfe Persique. On va présenter les enjeux de la grande finale de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIA. Évidemment, je veux parler du WEC, les 8 heures de Bahreïn, et comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des petites statistiques et on va continuer tous ensemble de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et depuis 2012, le championnat du monde vient à Bahreïn, la grande finale donc du championnat, et depuis 2017 je dirais, et je me permets Geoffroy, Toyota est dans son royaume. Alors, est-ce que Toyota peut réussir à s'imposer peut-être avec la numéro 7 qui serait la mieux placée évidemment, ou la numéro 8, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses dans cette grande finale de la saison? Ouais, j'ai du mal à voir clair, je sais pas trop. Je t'avoue que là on est sur une fin de saison où on attend beaucoup de Porsche évidemment pour finir d'enfoncer le clou de cette saison 2024. Je pensais pas dire ça, mais j'ai plus les yeux rivés un peu derrière sur est-ce que Alpine va confirmer, est-ce que BMW va confirmer, et après qui va gagner, c'est pas que je m'en fous, mais tu vois, j'aimerais bien que Porsche termine en beauté et puis que la fameuse légende André Lotterer termine sur une victoire et un titre, ça serait parfait. Et oui, avant de quitter après, Porsche, ouais, on y reviendra. Après Toyota, effectivement, historiquement ils sont à l'aise ici. Il y avait, en fait, je me souviens aussi de Audi. Je crois que c'est Audi qui avait gagné en 2016 du coup pour leur dernière course. Ils ont gagné en 2012 et en 2016, ouais. Donc il y a peut-être un truc à aller chercher sur, je sais pas, ouais. Je verrais bien le symbole, tu vois, cette Porsche avec cet équipage qui, on le sait, n'existera plus, qui gagne la dernière course, ça serait pas mal. Ça ferait un peu comme en ELMS où t'as un début de saison, une fin de saison qui se répondent, tu vois, avec des vainqueurs similaires. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir. Alors après, cette saison, déjà, les victoires ont été bien réparties, hein. On a eu 6 vainqueurs différents en 7 courses. On n'a pas fait le carton plein de faire 7 sur 7. Est-ce qu'on va avoir une 7e voiture différente? Parce que pour l'instant, on a bien eu 2 victoires de Porsche Penske, la numéro 6. On a eu une victoire de Toyota numéro 7, la Toyota numéro 8, la Jota numéro 12, ouais, une équipe privée qui avait gagné, tout comme d'ailleurs la Ferrari 83 hein, à Austin. Et puis la Ferrari numéro 50, bien sûr, qui a gagné aux 24 heures du Mans. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ce que je peux dire sur les petites statistiques justement qu'on vous donne, c'est que si Porsche, avec la numéro 6, gagne le titre en WEC, et globalement c'est quasiment fait, hein, eh bien ça serait la 3e fois de l'histoire du WEC qu'une voiture est menée chaque course pendant toute la saison. Il y a eu Toyota numéro 8 en 2014, il y a eu la Porsche numéro 2 en 2016, et la Toyota numéro 8 pardon, dans les saisons 2018-2019, la super saison comme on dit. Donc ça serait que, entre guillemets, la 4e fois, mais ça veut dire aussi que dès le début de saison ils étaient là, et ils ont rien lâché, en fait, ce beau trio, justement, Estre, Vanthoor et Lotterer. Alors, la stat, c'est que cette voiture-là aurait mené dans chacune des courses de la saison? Non, c'est ça elle a mené le championnat depuis le début de la saison. Ah, pardon, je croyais qu'elle avait mené des tours dans chaque course, pardon. Mais Okay, je crois que ça, c'est le cas, par contre, non, à vérifier, mais je pense que... peut-être pas à Kota. Peut-être pas à Kota. Non, je suis pas si sûr, mais... Oh, ok, là, quand même, hein. C'est intéressant. Qatar, il gagne. Imola, ils finissent 2. Moi, je pense qu'il y a un petit tour de menée quand même, non? Faudrait vérifier. Mais en tout cas, ils ont mené toute la saison jusque-là et ils seraient donc leaders depuis le début jusqu'à la fin. Un peu comme a fait la Porsche numéro 7 en IMSA, hein, d'ailleurs. Ouais, en fait, non, mais ils seraient un peu vainqueurs logiques. Enfin, c'est... Il y a eu une mainmise... On a quand même une saison qui est beaucoup plus intéressante que la saison précédente. On l'a déjà dit plusieurs fois. Où on avait une domination Toyota et une seule victoire Ferrari au Mans. Là, on a eu une saison qui était beaucoup plus intéressante et palpitante et avec des courses hyper animées. Mais effectivement, si tu prends un peu de recul et un peu de hauteur, tu vois que ils ont toujours été, sauf à 2 exceptions, ils ont toujours été sur le podium.
quand ils sont pas sur le podium, c'est par exemple une 4e place au Mans, qui vaut quand même pas mal de points. Donc c'est vrai, une une 4e place au Mans, c'est bien ce que tu dis, parce que ça vaut quasiment une victoire, c'est 24 points. C'est ça. Donc ils ont été hyper réguliers, ça serait assez logique effectivement, dans la continuité que ce soit eux qui s'imposent. Mais ouais, Toyota, ils ont pas fini d'essayer de reconquérir enfin, l'année dernière, c'est eux qui étaient titrés. Mais, oui, c'est ça. Mais tu sais, on l'avait dit, ça. Pour moi, je trouve que c'est un symbole assez fort parce que du coup, ça fait 2 années maintenant que les 24 heures du Mans échappent à Toyota, ou en tout cas que c'est une autre équipe qui gagne, en l'occurrence Ferrari. Donc ça, c'est quand même un symbole assez important de la fin de cet arc narratif tourné autour de Toyota et des fameuses victoires qui, soi-disant, seraient faciles parce qu'il n'y a pas d'opposition. On est d'accord, mais ça fait quand même 2 années de suite qu'ils la perdent, cette victoire au Mans. Hein. Oui, mais en tout cas, quand tu regardes les résultats bruts, voilà, ça fait 2 ans qu'on a ça, mais moi je trouve que l'autre symbole plus fort et encore plus important, notamment pour eux, pour l'ego, pour récompenser tout le travail, etc. C'est aussi le titre équipe, constructeur, enfin, le WEC, en gros. On sait très bien qu'aux yeux du grand public, le championnat, les victoires dans les autres manches du WEC ont une importance moindre par rapport aux 24 heures du Mans, évidemment. Mais c'est aussi un élément clé, c'est-à-dire que là, ça va... Moi, je me souviens de l'époque, à l'inverse, où c'est Audi qui était très fort, par exemple, et Toyota montait en pression, montait en puissance, et gagnait le titre du WEC. Alors, il gagnait pas les 24 heures du Mans, mais il gagnait le championnat. C'est par exemple 2014, tu vois, où Toyota, je crois, était vraiment quasiment... Enfin, était en tout cas un des pics de leur forme, et c'était un symbole fort. Et là, le fait que cette année-ci, ils n'ont pas le titre, c'est avec Porsche qui prend le titre et qui vraiment termine cette séquence de victoire Toyota. Waouh, c'est un symbole fort, quoi. Ni Le Mans, ni le WEC dans la même année. Waouh, ça serait costaud. Ouais, je suis d'accord parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Tu vois ce que tu as dit sur les 24 heures du Mans et le WEC. Évidemment qu'il y a 3-4 ans, c'était vraiment le cas. J'ai l'impression quand même qu'avec cette ère hypercar et après le centenaire des 24 heures, on a quand même 2 choses qui sont assez valorisées et les pilotes veulent être champions du monde de WEC. Ça a une vraie valeur encore plus que d'habitude parce qu'il y a tellement de constructeurs représentés. Pas comme Le Mans, mais enfin on s'en approche de plus en plus et c'est vrai que Porsche avec la numéro 6 aimerait bien terminer évidemment sur une bonne note. On sait que c'est la 93e course de l'histoire du WEC. 93, c'est un numéro qui plaît bien à Porsche, évidemment, comme le 92. C'est la 13e course de l'histoire du WEC organisée sur le circuit international de Sakhir, là, juste à côté de Manama. Il fait 5 km 412, 15 virages, mais par contre, il va être compliqué encore, déjà parce que la course dure 8 heures. Il va faire chaud. Et il y aura un petit peu de sable au début du week-end, donc il va falloir faire attention aussi avec cette stratégie pneumatique, avec l'adhérence qui va augmenter au fil du week-end. Donc je pense que ça va être intéressant. Et puis, autre petite chose aussi, il n'y a aucun équipage à 2. On est sur des équipages à 3 pilotes, même chez Cadillac, oui. Dans la numéro 2, on aura bien 3 pilotes et on aura un Français, Sébastien Bourdet, qui rejoindra donc ce duo. Espérons qu'il puisse calmer les ardeurs d'un certain Alban Bamber. Ça serait bien qu'elle voit l'arrivée en un seul morceau, cette voiture. Et alors, pour parler un peu plus du circuit, effectivement, ouais, comme tu l'as très bien décrit, tu me balances beaucoup de chiffres aujourd'hui, c'est bien. T'as vu? C'est un circuit que t'aimes bien, toi, Bahreïn, ou pas trop? Je parle purement en termes de spectacle, de rendu visuel. C'est un circuit que t'aimes bien ou Alors, moyen? rendu visuel, j'aime pas trop. Par contre, en termes de spectacle, oui, parce que y a pas mal de dépassements possibles. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour ça. Quand il est arrivé dans le calendrier de Formule 1, il a été conçu pour qu'il y ait des lignes droites, gros freinage, grosse relance, ligne droite, frein, grosse relance, quelques petites courbes rapides, mais pas beaucoup. Ça, je trouve que c'est assez intéressant comme spectacle, si tu veux. Et puis, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'on finisse à la tombée de la nuit et sous les projecteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Par contre, le départ à midi, honnêtement, c'est pas sexy. Hein. Ouais. Non, j'arrive pas trop à savoir, moi, si je l'aime bien ou pas. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'accorde pas mal d'importance quand même à ce côté visuel, à ce que ça rend à l'image. C'est toujours sympa de voir... là, il y a eu quelques semaines, le Petit Le Mans. Je trouve que c'est toujours hyper impressionnant de voir le Petit Le Mans. Un Spa-Francorchamps, n'importe quelle course... même obscure de Formule 4 régionale, non, je veux pas m'attaquer à la Formule 4. Pardon, je voulais pas dire ça. Un track day, une course de club, je peux regarder des vidéos sur YouTube avec des voitures éclatées parce que c'est quand même joli Spa. Et Bahreïn, j'ai un peu plus de mal, mais par contre, ouais, je trouve que
ça donne souvent lieu à des courses animées. On va pas ressortir l'histoire de la bataille Porsche-Ferrari en GT il y a quelques années, en GTE. On pourrait, mais parce que Porsche et Ferrari vont se retrouver en hypercar, donc là, attention. Ouais, il y a des enjeux, ça peut donner une course sympa. Après, le format de 8 heures un peu hybride, c'est un... je crois que c'est le format que j'ai du plus de mal à suivre, je t'avoue. Ah ouais? Ouais. Moi, en fait, j'aime bien les courses de 6 heures parce que finalement, pour moi, c'est même presque plus de l'endurance. Enfin, puisque j'aime ça depuis des années, une course de 6 heures, ça va bien. Les courses de 24, bah, c'est une autre préparation, mais en général, j'en fais une dans l'année en entier, donc ça va. Les courses de 12 heures, j'aime bien aussi ce côté partir et avoir l'arrivée avec la même heure, mais 2 jours ou 2 nuits. Enfin, je trouve ça sympa. Ouais, et le format je suis 8 heures hybride, je trouve que c'est plus compliqué à comprendre les stratégies ou les... Il se passe des ça, je suis trucs, mais d'accord un avec peu toi. moins. C'est plus brouillon parce que t'as moins cette séquence d'enchaînement. Moi, ce que j'aime bien dans les courses longues, genre 12 ou encore plus 24 heures, c'est le fait que, ok, tu sais que le pilote, il est là, mais tu vas le retrouver dans 5-6 heures. Il va y avoir le roulement, il va y avoir la force, tu vois, de cette... c'est un truc compliqué, quoi. Tu rentres dans un vrai marathon. 8 heures, c'est... La séquence d'enchaînement des pilotes, ils vont y retourner, mais tu sais pas trop. C'est un peu plus compliqué. Et oui, Voilà. mais moi, c'est ce que. Alors, tu vois, c'est ce que j'aime, moi, parce que Ah justement, bah des voilà, courses de tant mieux. 6 heures, globalement, tu sais que le gars, quand ils sont à deux, vont Mhm. faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, quoi. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a qui peuvent faire 1 h 30 et d'autres 2 h 30, mais tu comprends un peu la logique. Oui. Hormis chez Cadillac, où ils sont que deux, et donc ils s'alternent beaucoup plus souvent. Ouais, puis Mais ça s'arrête 8 quand heures, le bamber crache la caisse aussi. voilà, c'est ça. Ça s'arrête assez rapidement. Mais en fait, là, dans une course de 8 heures, tu sais pas si Sébastien Bourdet va rouler en 2 fois, ce que je pense, mais tu le sais pas encore au départ. C'est ça. Et tu te dis peut-être que je peux le retrouver ou pas, ça dépendra. Donc, je suis pas contre ce système et cette durée de 8 heures, c'est quand même plutôt sympa. Ok. Et on verra donc qui se démarquera, mais j'ai l'impression que pour les pilotes, il y a plus encore d'enjeux à se démarquer et à faire un peu la différence. Évidemment, ça dépendra s'il y a des safety cars, des full course yellow ou des interruptions, mais si on n'a pas et que la course est fluide, c'est vraiment là où sur un format comme ça, les pilotes peuvent faire encore plus la différence. J'arrive à me raccrocher un peu plus sur le 10 heures, tu vois. Le petit Le Mans, par exemple, ça va. Ouais, Mais d'accord. 8, je trouve que... Bon, putain, on chipote, hein, mais... Non, mais je comprends. Pour les gens qui suivent la Formule 1, qui sont plus habitués à la Formule 1, déjà, ça doit paraître fou de... Bon, après, je la regarde pas en bloc, hein. J'ai vu... cette semaine, là, il y a eu nos amis Despiello et Hydro qui ont fait un nouveau format où ils s'opposent un petit peu sur du d'accord, pas d'accord, sur plein de questions. Ah, J'ai vu on qu'à va un le moment, faire ça. ça parlait du WEC. Est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant que la Formule 1? Et c'est marrant parce que au-delà de ça, je crois que c'était Pielo qui disait, lui, qu'il consommait le WEC de manière... il se posait pas devant une course pendant 6 ou 8 heures, quoi. Et en fait, oui, ça paraît logique, mais c'est bien aussi de le dire. En gros, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas comment dire. Vous n'êtes pas un mauvais fan d'endurance si vous regardez pas une course pendant 8 heures. Voilà, Ah bah enfin, attends, moi je suis pas je d'accord. vous fais une confession. Ah bah moi, je vous fais une confession. Les 6 heures de Spa-Francorchamps, les 12 heures de Sebring ou n'importe quelle course, je la regarde pas du début à la fin. La seule exception pour moi dans la saison, c'est les 24 heures du Mans. Mais sinon, je suis jamais... Là, pour le coup, je suis 24 heures devant l'écran ou en bord de Oui, ok, piste. alors attends, d'accord, mais par contre, moi je le conçois comme ça, et c'est comme ça que je la commente la course en ELMS, et comme ça que je vais la commenter également sur Eurosport, donc les 8 heures de Bahreïn, c'est que je me dis que le téléspectateur, et vous, fan, bah, en fait, il y a toujours la télé qui est allumée. Je te dis pas que tu vas rester devant ton écran, Ça, je suis mais pour d'accord. moi, c'est super important d'avoir, si tu veux, le côté où tu es, quand même dans la course sans vraiment la suivre. Et moi, en fait, c'est un peu de la radio que je fais quand je commande des courses d'endurance et que bah, si à un moment donné il se passe quelque chose, je vais hausser la voix, hausser le ton, et là on sait que bah, on va peut-être soit faire le replay sur sa télé, soit attendre le replay de la réalisation, et c'est comme ça que je le conçois en tout cas. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Mais oui, oui, carrément. C'est juste que moi, par exemple, tu vois, un samedi après-midi de 12 heures de Sebring, Oui. je vais être à l'extérieur, je vais faire autre chose, donc je vais avoir dans ma tête quand même le moment du départ, je vais me mettre un petit rappel, je vais mater le départ sur IMSA TV sur Sur mon iPhone, Automoto tu la vois. chaîne on dit. Ah, pardon, c'est comme ça que ça se dit en français, pardon. Bah écoute, sur IMSA Moto, et je vais regarder ça, tu vois, sur mon téléphone, parce que je suis en vadrouille, machin. Quand je vais rentrer, je vais mettre un petit quart d'heure et je vais t'entendre ou des confrères Ouais. Ou au début de consoeur. soirée. Tu vois, puis après, tu fais ta soirée, tu fais autre chose, t'es chez des amis ou tu fais machin.
Puis après, je vais revenir. Enfin, en fait, c'est comme ça que je vais picorer le truc. Et après, effectivement, je vais peut-être me replonger. Si je vois que la course a été folle, ou qu'il y a eu des événements qui ont un gros crash, machin, je vais me dire, ok, le lundi, par exemple, je vais aller retourner voir le replay, ou voilà. Ah voilà, parce que j'allais dire, t'es pas frustré quand tu sais qu'il s'est passé un truc, je sais pas, tu quittes la course, une hiérarchie différente de celle que tu reprends quand tu reviens devant l'écran. Moi j'ai cette frustration-là. Je t'avoue que j'essaye de pas me faire spoiler. Putain, là je vous donne des... On s'en fout en fait. On est en train de faire l'épisode de notre vie de épisode. Tu vois, j'essaye par exemple, cette saison, j'ai essayé de pas me faire spoiler les courses de LMS, parce que vu qu'on fait les débriefs ensemble, Ouais. et que c'est pas forcément le championnat sur lequel je trouve qu'il y a le plus d'intérêt en termes de C'est surtout que c'est constructeurs, dimanche. de machin. Dimanche, 11h, 15h, c'est parfois difficile. Je comprends. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'essaie de pas me faire spoiler le LMS. Comme ça, le lundi, quand je mate la course en replay, ça dure que 4 heures. Je te le dis, je t'accélère un petit peu, mon grand. Hein. Des fois, je te mets en 1.5, 1.2, 1.5. Parce que je parle pas assez vite. Ouais, c'est ça. Les voitures tournent pas assez vite pour moi. Vu que c'est des P2, tu vois, j'aime bien quand ça va un peu plus vite. Et du coup, je mets en 1.2, et là, voilà, je me refais la course, un petit peu en accéléré, mais au moins, je vois comment est-ce construit les stratégies, et je découvre le vainqueur. Donc ça, c'est pas mal. Pour les courses de WEC, j'ai moins ça, parce que 6 heures déjà à se refaire. Je préfère savoir qui a gagné, et après me dire, ok, c'est Jota qui gagne. Voilà, ça va être intéressant que je regarde ça, quoi. En fait, ça me dérange moins de connaître à l'avance le résultat. Parce que là, c'est quand même plus dur de pas se faire spoiler. C'est-à-dire que si tu veux pas avoir le résultat de l'LMS, bah tu laisses ton téléphone, tu regardes pas Twitter, machin. Mais enfin, tu me diras pour le WEC, c'est pareil, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'éléments. Donc bon, je vais ni aller sur Twitter, ni aller sur Insta, ni aller sur Facebook, ni aller sur Autohebdo, ni aller... Bon. Donc en tout cas, ouais, 8 heures de Bahreïn, bah, c'est un format un peu différent, un peu particulier. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est différent. Voilà. Je trouve que c'est bien quand même qu'on ait une homogénéité dans le championnat et qu'on ait des courses de 6 heures. Mais bon, une fois de temps en temps, un petit 1812 km du Qatar et un petit 8 heures de Bahreïn, ça le fait. Voilà. En plus des 24 heures. Alors attends, même... 9 victoires pour Toyota. Parlons quand même des 8 heures de Bahreïn. Donc c'est pour ça que je disais qu'ils étaient dans leur royaume. Ça tombe bien. Royaume de Bahreïn, évidemment, vous l'avez celle-là. Audi, 2 victoires. Et puis Porsche, 1 victoire. Donc là, est-ce qu'on va avoir un nouveau constructeur qui s'impose? Est-ce que Porsche va avoir une 2e victoire, donc justement, bien dans cette catégorie? Pour l'instant, ce sont eux les leaders. Ils ont quand même une BOP qui n'est pas tout à fait favorable parce qu'ils ont gagné 7 kilos. Enfin, ils ont gagné. Ils ont pris 7 kilos et ils ne gagnent que 2 kilowatts de puissance en plus. Est-ce que tu penses que malgré tout, Porsche peut, sur la stratégie, justement, un petit peu se démarquer? Je sais pas trop comment elle va se comporter sur cette piste. En fait, le point de comparaison le plus proche peut-être qu'on puisse avoir, c'est le Qatar, en termes de similarité de circuit. On sait que quand la piste est plutôt bien plate, propre, il y a du sable, mais vous m'avez compris, le Qatar ou Bahreïn, c'est quand même un peu plus clean comme circuit que Road America, quoi, par exemple. C'est clair. Je pense que c'est des conditions qui vont bien. Ce que j'en avais dit aussi, qu'on avait commencé à esquisser dans le dernier épisode, je crois, ou peut-être un petit peu avant, c'est que ça semble être le genre de piste qui correspond aussi au châssis Oreca, donc à l'Alpine. Ouais. Et à Peugeot. Et à la Peugeot aussi, c'est vrai, t'as raison de le préciser. Putain, c'est vrai qu'au Qatar, en début de saison, on a vécu quand même un truc pas mal avec Peugeot. Attends, c'est pas mal. Non, mais on s'interdit pas de penser que Peugeot peut faire son podium. Hein. Ah, mais non, mais carrément, j'aimerais beaucoup. Donc, ouais, pour répondre à la question, je pense que la Porsche va être bien et que je sais pas si la BOP. Donc, on a le droit d'en parler, donc on en parle rapidement. Si on peut. Arrêtez, monsieur. Si, non, on n'a pas à la critiquer. On peut en parler. En tant qu'observateur média, on a le droit d'en parler. Eh oui. Mais non, parce qu'il y a une info qui est sortie comme quoi les concurrents, déjà qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler, maintenant ils n'ont pas le droit, ne serait-ce que de parler du process d'élaboration de la BOP, et ni même parler des valeurs de la BOP. Ils n'ont même pas le droit de parler du poids ou des kilowatts comme tu viens de le faire. Bah, c'est ce que je comprends. Ils ont vraiment. En fait, c'est vraiment le sujet où il ne faut pas en parler du tout. Ah, punaise, on pourra faire un épisode sur ceux qu'ils n'ont jamais dit finalement, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Quoi. Ah oui, c'est vrai, ça va alimenter, oui, effectivement. C'est pas mal. Donc, nous, on peut la commenter. Je t'avoue que ça m'échappe un petit peu parce que on est sur des ajustements à la marge, comme tu le dis. On est sur plus 2 kilos ici, plus 3, moins 2, un peu plus de kilowatts. Est-ce que
N'oubliez pas, je vais avoir Ils veulent pas me donner un titre à la CO ou à la FIA quand même de super défenseur de la BOP. Non, parce que sincèrement, j'ai l'impression à chaque fois de faire ce boulot de pédagogie, non pas que tu le fasses pas, mais j'ai quand même l'impression d'être toujours le défenseur d'un truc où peut-être t'es obligé de te positionner sur un truc où t'as pas envie. Bon, bref, tout ça pour dire que la BOP, n'oubliez pas l'objectif initial de tout ça, c'est pas de faire gagner le constructeur qui met le plus d'argent dans l'endurance, ou c'est pas de faire gagner le petit copain. En fait, on est quand même sur un championnat où maintenant il y a beaucoup de constructeurs. Le but de tout ça, c'est de donner à chacun une équité et des conditions pour exploiter au mieux leur voiture. C'est ça. Donc ça veut pas dire que la Peugeot va être aussi rapide que la Porsche ou que la Ferrari. Ça veut juste dire qu'en théorie, et je dis bien en théorie, si les gens de chez Peugeot exploitent bien leur matériel, ça veut dire les mécaniciens, les ingénieurs, la stratégie, les pilotes, évidemment, s'il n'y a pas de pépin mécanique et si vraiment tout est bien mis en ordre, en théorie, ils peuvent se battre face à une Porsche, une Ferrari, une Alpine, une Toyota. Après, il y aura toujours des différences. La voiture n'aura pas le même comportement, parce que dans les virages, en zone d'accès, enfin, chacun a fait des choix différents, mais ils sont en tout cas armés de manière à pouvoir se confronter sur la piste. C'est ça l'objectif de la BOP. Je suis d'accord. Moi j'aime bien présenter ce côté, tu vois, on est dans une boîte quoi en gros, et faut aller maximiser, faut aller je sais pas au centre de la boîte quoi, je sais pas comment on peut schématiser, mais essayer de maximiser vraiment toutes les performances avec les outils qu'on a, et je trouve ça bien, et honnêtement, et je le dis à chaque fois, mais c'est honnête, c'est vrai, je le pense vraiment, et on a une saison de folie, les équipes de Thierry Bouvet font un travail formidable, et j'étais pas confiant avant l'arrivée de tous ces constructeurs où je me disais mais comment vont-ils faire? Bah franchement, faut avouer, c'est beau quoi. Par contre, si on peut se permettre, parce que j'ai ma cape de super défenseur de la BOP, mais non mais je garde quand même une petite indépendance. Par contre, je trouve ça dommage. Tu vois, là, c'est cette info qui est sortie selon laquelle ils vont renforcer les règles, comme quoi les gens qui sont les parties prenantes finalement du championnat, donc les pilotes, les ingénieurs, les directeurs d'équipe n'ont pas le droit de commenter la BOP. Je trouve ça dommage parce que ça met du coup un petit côté opacité, une petite règle un peu, tu vois, je trouve pas le mot, mais en gros, ça pointe un truc, ça t'impose une omerta sur un truc qui, certes, on sait que c'est un sujet qui alimente des discussions et qui est amené en coulisses à faire du débat. Mais interdire de commenter le truc, c'est vraiment comme si t'avais quelque chose à te reprocher. Alors que sincèrement, je pense pas que la CO et la FIA aient des trucs à se reprocher. Au contraire, je pense qu'on le voit, il y a des évolutions, il y a plein de trucs. Il y aura toujours des concurrents qui ne seront pas contents, évidemment. Mais oui, qui vont juger qu'ils n'ont pas assez de puissance. Voilà, mais ça, pour moi, ça fait partie du truc. Et alors peut-être qu'ils font le bon choix en imposant ça. Ça évite d'avoir toute cette pollution dans les médias. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on n'est pas rendu au niveau de la Formule 1. Tu vois, la Formule 1, par exemple, enfin, moi, c'est ce que je déplore un peu, mais c'est comme ça, c'est la saison. Tu vas sur un compte comme tous les jours, t'as la moindre déclaration, la moindre critique. Un tel a dit que machin. Enfin, en fait, ça devient. Le sport n'est plus au centre, je trouve. Non, ça c'est vrai, mais c'est pas pour critiquer ni les autres médias comme ça. C'est en fait, si tu veux, c'est les guerres des mots. C'est que les pilotes, les équipes jouent justement de façon insidieuse en fait sur la pensée de leurs adversaires. Ils essaient de déstabiliser. Et moi, ça je le regrette un petit peu aussi, mais ça fait partie du jeu a priori. Mais pour que Ferrari par exemple se fasse passer un moment un peu pour la victime, je parle de la Formule 1, se fasse pas, enfin remarque, tu me diras en endurance, se fasse passer un peu pour le côté victime et du coup essaie de faire comprendre qu'il faudrait assouplir les règles, ça d'accord, mais il faut des médias, il faut des relais pour que ça marche. Si quand il y a des interviews, tu te dis bon ok, parce que enfin, faut quand même pas oublier que quand tu échanges avec des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils te racontent et quel intérêt ils ont à te raconter des choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Formule 1, il y a, et comme tu le disais, c'est pas pour critiquer le compte que j'ai cité mais que je vais biper, c'est pas pour les critiquer eux parce que mais ils donnent quand même une portée, tu vois, il y en a plein qui se sont multipliés, et en endurance on n'est pas dans ce cas-là. En endurance on est quand même, j'ai l'impression, encore dans un univers médiatique où les sites qui en parlent, Endurance Info par exemple, Auto Hebdo, moi je lis beaucoup Sportscar 365, enfin je lis que ça, ils sont pas dans cette volonté de rechercher le scoop et d'aller pousser la petite phrase qui va mettre un peu dans la merde une équipe ou qui va forcément pousser une réaction, tu vois. Donc en fait, je pense pas que c'était utile d'imposer ce silence autour de ce sujet. Peut-être que je me gourre et qu'en fait il y avait beaucoup de tractations et je sais pas.
Non mais en tout cas voilà, c'était la petite info justement qu'on a apprise, donc à voir ce que ça va donner. Bon, Porsche pour l'instant on peut pas vraiment se plaindre parce qu'ils sont en tête des championnats. Eh oui, En forcément. ayant forcément une BOP qui est un tout petit peu moins favorable, ils auront plus de mal à se battre et peut-être qu'André Lotterer ne pourra pas terminer sur une victoire. Sa 24e course de WEC en tant que pilote Porsche officiel. C'est rigolo ça, 24 courses en WEC en tant que pilote Porsche, ça pourrait être sympa. Lui qui n'a pas réussi avec Porsche à gagner les 24 heures, hein. C'est ce qu'il voulait, mais il sera plus dans l'équipe. D'ailleurs, on peut en parler rapidement avant de passer à d'autres constructeurs, hein. Mais Porsche va remanier ses équipages pour 2025. Et alors moi, je suis ultra déçu parce Mhm. que ils ont fait le choix de ne faire que des équipages à deux pilotes. C'est-à-dire que tout le travail qu'avait réussi à faire Benoît Tréluyer, André Lotterer justement, et Marcel Fessler avec Audi en 2012, ce qu'il m'avait raconté dans Trajectoire, là, dans mon podcast, en fait va tomber à l'eau. C'est-à-dire que maintenant les équipes se sont rendues compte potentiellement que c'était peut-être plus intelligent d'être à deux pilotes. Bah oui, mais du coup, il y a moins de pilotes officiels. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a plus de constructeurs, mais il y a moins de place maintenant, enfin en 2025. Ça, Mhm. je trouve ça vraiment triste. Et par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que dans les pilotes officiels en WEC l'année prochaine chez Porsche, on va retrouver Michael Christensen aux côtés de Julien Handlauer. Oui, il est promu, Julien. Et donc, il C'est sera dans la énorme. 5. Et Kevin Estre et Lorenz Vanthoor vont continuer d'être ensemble. Ils seront respectivement aidés de Mathieu Jaminet dans la 5 et de Matt Campbell dans la 6 pour les courses longues. Mais Julian Andlauer et Kevin Estre, voilà, sont les Français qui seront chez Porsche. Malheureusement, Fred Mako ne sera plus dans cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses de ces remaniements et surtout du fait d'être à deux seulement dans des courses de WEC? Alors, le remaniement, moi, je trouve ça bien que ça change, effectivement, et c'est une bonne chose qu'il y ait un peu de sang neuf. Je sais pas si c'est déjà officiel, mais j'ai cru comprendre que chez Ferrari, on allait être plutôt dans la continuité, et que si changement il y avait, ça allait être sur la 83, qui est la voiture sœur privée, non officielle, officieuse, enfin, vous avez compris. C'est plutôt Ouais. là-dessus qu'il y aurait du changement, mais sur les deux voitures officielles et 499P rouges, il n'y aurait pas trop de changement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mhm. Chez Porsche, je pense qu'il fallait faire du changement parce que, en fait, là, tu vois, ils sont en position de gagner. Alors, c'est pas encore fait, c'est ce week-end la course, mais comme tu l'as dit, il y a quand même un équipage qui est en forte probabilité de gagner le championnat. Il y a le constructeur qui est en forte probabilité d'être titré. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester et ne rien changer. Je pense qu'ils ont identifié peut-être des fébrilités, peut-être des opportunités aussi. Parce que au-delà de se dire, j'ai vu ça un peu, tu vois, c'est facile de se dire, ok, André Lotterer et Mako qui sont enlevés de la line-up. Ouais, bah Lotterer, il est vieux. Mako, ouais, c'est vrai que bon, finalement, il a pas prouvé grand-chose. Ou peut-être qu'il était temps aussi de... Alors, peut-être qu'il y a ça. Et je pense aussi que, comme tu l'as dit, ils ont identifié cette opportunité d'être plutôt à deux pilotes qu'à trois. Il doit y avoir une question un peu de logique, d'organisation, de simplification. Puis voilà, faut faire des choix, c'est tout. Au moment, on peut pas rester. Tu peux pas avoir un contrat à vie, quoi. Ouais. Darren Turner, je crois qu'il a un contrat à vie chez Aston Martin, mais... non, mais il y en a quelques-uns, tu vois, comme ça, des pilotes qui sont un peu indéboulonnables. Et André Lotterer, clairement, oui, il est très fortement associé à Porsche, mais finalement, il est, dans ma tête, en tout cas, Non, moi, par exemple, plus associé à Audi. Audi. Bah Ouais. oui. Et puis surtout, voilà, il aura pas un contrat à vie chez eux. À mon avis, il va très bien se débrouiller. On va souvent le revoir dans un rôle d'ambassadeur et je pense qu'il va aussi faire autre chose, hein. J'avais cru, enfin, déjà, il est très actif sur les courses historiques, puisqu'il a gagné les 6 heures de Spa en version classique, il y a Mhm. quelques jours, là. Moi, je pense que l'auteur, ouais, ça va être comme ça. Il va Ouais, il être veut rouler en ambassadeur groupe Porsche C, et il veut rouler en groupe C aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va être très actif. À mon avis, on va le croiser beaucoup. Donc, ce qui et sera pas le peut-être cas de même. Fred Mako. Pour moi, Fred Mako, il va revenir avec un autre constructeur. Ils vont être bien contents, les autres constructeurs. Peut-être même chez Hyundai, pourquoi pas. Ça peut être vraiment un fer de lance d'un constructeur qui veut se lancer, hein. Moi, en tout Après, cas, je le prendrais. André Lauterer, faut pas non plus l'enterrer tout de suite, hein. Si ça se trouve, il va retrouver un volant aussi. Mais bon, Ouais, mais non, voilà. mais lui, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'André Lotterer, il sera bien content d'être ambassadeur d'une marque comme Porsche et de rester un peu Ouais, tranquillou et faire des courses club, enfin des courses de classiques. Mako, moi, je le vois bien. Et pourquoi pas avec Aston Martin? Il a roulé avec Aston Martin en 2013, tu vois, donc pourquoi bien pas sûr. avec la Valkyrie? Je sais pas. Putain, Mako, il a roulé dans tout, en fait, quoi. Bah oui, non mais c'est dingue. Et c'est un super pilote. Donc tu vois, avoir un pilote comme ça qui a un retour d'information comme lui, un Ah bah oui. sacré coup de volant et une rapidité, moi je pense que ça serait dommage pour les autres constructeurs de s'en passer. Donc voilà, le changement en tout cas a du bon, je pense. Il va y avoir quelques remaniements aussi un petit peu dans les autres équipages, je crois, mais
Oui, à mon avis, ça a du sens de le faire. Parce que, je vous dis, je pense que Porsche, ils ont bien contrôlé la saison 2024, mais ils n'ont pas l'intention de laisser la saison 2025 leur échapper. Ah non. Donc voilà, ils font les ajustements qu'ils jugent pertinents pour pouvoir continuer de gagner des courses l'année prochaine. On verra s'ils se trompent ou pas, mais je trouve ça pas mal. Du coup, il y a aussi il y a eu du switch, c'est aux États-Unis, hein, enfin, avec Dan Cameron, je sais plus trop comment ils ont fait, ils ont un peu changé les choses aussi. Bah lui c'était un peu le maillon faible, hein, donc bon ils ont eu raison hein, finalement, même si je dois dire ça et je l'ai dit dans l'épisode dédié à l'IMSA, il a quand même beaucoup de titres en IMSA et il a été titré avec Felipe Nasser. Voilà c'est ça, donc ouais. Mais bon en tout cas ouais c'est vrai que les annonces là commencent à arriver, donc c'est bien, on voit le plateau qui se dessine. Et puis ouais mais moi je suis pas content qu'il soit deux, voilà, je te le dis. Bah surtout, mais en plus, on en a parlé dans le dernier épisode, je crois aussi, hein, c'est quand même fou d'être un constructeur comme Porsche, d'avoir une filière qui est juste quasiment infinie de jeunes pilotes, et d'avoir au sommet de ton sport, parce qu'ils sont pas en Formule 1, le sommet de ce que tu peux piloter comme Porsche sur circuit, on est d'accord que c'est la 963, j'allais dire le 919, mais non, la 963. Mais c'est dommage d'avoir que 2 pilotes, effectivement, par voiture dans un programme officiel, quoi. J'avoue que ça m'échappe. Ouais, très déçu de ça, très déçu de ça. Bon, chez Ferrari, il n'y aura pas de changement, tu l'as dit. Est-ce que les 499P vont réussir à faire comme l'année dernière, un podium à Bahreïn? Bon, la 50 est bien placée, hein, évidemment. Elle est avec 115 points en deuxième position. Il y a 2 points d'écart entre cette Ferrari et la Toyota numéro 7. Par contre, pourquoi on dit que Porsche est largement en tête? Parce qu'il possède quand même 35 points d'avance. Bon, il faudrait une catastrophe énorme pour qu'il ne soit pas titré, parce qu'il y a 38 points pour le vainqueur et 1 point pour la pole. On va dire qu'il y a peu de chances il y a peu de scénarios dans lesquels la Porsche numéro 6 ne serait pas titrée. Après, il y a un crash au premier virage et Ferrari gagne, ça peut le faire, mais bon, quand même, ça paraît difficile. On va pas le souhaiter, et puis ouais, je sais, j'avoue, j'arrive pas à dessiner le scénario de la course. J'ai du mal à... Parce que mais c'est ce qui est bien. Ouais, non mais bien sûr, je dis ça parce que quand je repense aux différentes courses de cette saison, à chaque fois ça a quand même été compliqué, que ça soit à Spa-Francorchamps, à Imola, aux 24 heures du Mans, en fait à chaque fois, il y a rien de... la première course, enfin, il y a rien eu de lisse, quoi, il y a rien eu de simple. Ouais. Mais même à Austin, hein, c'était compliqué. Attends, ils ont fini 6e. Il y a eu des contacts, justement, on se souvient, entre Buemi et Estre. C'était chaud, hein. C'est vrai que j'avais oublié cette déconnexion de cerveau de Buemi. Ouais, bon après il l'a avoué, je crois. Hein. C'était un peu trop virulent comme C'était comme musclé, quoi. Bon, c'était viril. c'était un peu viril, ouais. Donc Ferrari, Toyota et Porsche toujours en passe potentiellement d'être titrés. Hein. C'est les 3 équipes qui peuvent être titrées. Toyota qui, généralement, depuis l'arrivée de David Fleury plus officiellement, est plutôt bonne en termes de stratégie. Donc là, on va voir en termes de stratégie pneumatique aussi, si ça peut faire la différence, parce qu'on parlait de cette piste qui est un petit peu glissante et un petit peu poussiéreuse. Bon, les pneumatiques, ça va être aussi une donnée capitale. Carrément. Et est-ce que tu vois, du coup, j'ai envie de plonger un petit peu derrière, comme je t'ai dit en intro, mais est-ce que tu vois derrière, ou même devant, une force française émerger, je sais pas, Alpine ou Peugeot, ou la confirmation de chez BM aussi, pourquoi pas? Ouais, alors BM, c'est vrai qu'ils sont dans une bonne dynamique. En IMSA, ils se sont montrés. Alors, il faut que les conditions aussi soient un petit peu compliquées. À Bahreïn, il n'est pas impossible qu'il pleuve. L'année dernière, la preuve, hein, il avait plu pendant les essais, mais pendant la course, ça va être compliqué. Donc, compter sur des circonstances extérieures, ça va être dur. Moi, je vois bien, effectivement, autant Alpine que Peugeot être dans le coup. Je te dis pas qu'ils soient tous sur le podium, hein, mais on sait que chez Peugeot, il faut terminer la saison la tête haute. Il faut essayer aussi de sauver le soldat Carlos Tavares, hein, parce que c'est un peu compliqué a priori de ce que j'ai compris. Et c'est dommage parce que c'est un vrai passionné et c'est un vrai capitaine de l'industrie, mais je pense que dans 2 ans, il sera plus à la tête de chez Stellantis. On verra, hein, c'est peut-être que des rumeurs, mais bon, dommage, ça va pas fort. Le groupe a priori va pas fort, mais bon, ça c'est pas vraiment que des décisions non plus dues à des hommes, hein, c'est aussi le marché qui veut ça. Je parle des voitures classique, hein, je veux dire, des voitures civiles. Donc il faudrait que cette 968, oui, elle soit aux avant-postes, pourquoi pas avec la 93, justement, pour la 93e course de l'histoire du WEC, ça serait un beau symbole d'avoir une Peugeot 93 qui soit donc sur le podium. Et puis chez Alpine, il y a du changement, hein, tu le sais, avec Jules Gounon,
qui fait la dernière course avec Alpine et qui fera certainement toute la saison l'année prochaine, et qui va rejoindre, je dis pas de bêtises, hein, l'équipage numéro 36, Vaxivière Schumacher. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je regarde quand même, je m'en assure, mais donc on a... Eh ben non, non parce que Paul c'est Louchatin, ouais. Ferdinand Habsbourg et Jules Gounon qui sont dans la 35, et Charles Milesi qui remplace Nicolas Lapierre qui a pris sa retraite avec Mick Schumacher et Mathieu Vaxivière. Ah, les deux équipages peuvent être pas mal, hein, parce que t'as vraiment des pilotes qui sont rapides. Alors on connaît certains qui peuvent être un petit peu brouillons parfois et un petit peu chauds, mais why not, hein, ça peut quand même bien jouer. Ouais, je t'emmenais sur ce sujet-là parce que au classement constructeur, en fait, c'est la meilleure voiture de chaque constructeur qui marque des points. Ouais. Au classement constructeur, c'est déjà quasiment entendu, comme on l'a dit. Donc c'est une lutte Porsche-Toyota, mais les trois premiers seront Porsche, Toyota, Ferrari dans un ordre qui reste encore à définir. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et derrière, c'est quand même fou d'avoir Alpine qui est 4ème au classement. Alors, encore une fois, je mesure ce que je dis. Je sais très bien que une 4ème place au championnat constructeur du WEC, c'est pas une 4ème place au championnat constructeur de Formule 1, on est d'accord, je sais. Mais bon, c'est quand même bien de les voir là. Il faut le rappeler, la première saison d'Alpine, alors qu'on est sur la deuxième saison et demie des Peugeot, qui est du coup 6ème. Et puis intercalé, il y a BMW. Il y a en fait ce pied de podium qui peut se jouer entre Alpine et BM, puisque c'est 52 points et 49 points, donc c'est entre eux que ça va jouer. Ouais. C'est quand même dingue parce que Alpine, BMW, Peugeot sont 4, 5, 6, donc tu le disais. Alpine, il y a 2 abandons sur les meilleures voitures, je veux dire, et sinon c'est dans les points. BMW, ils sont solides, ils ont une seule fois pas marqué de points, c'est dommage, c'était au Mans. Et puis Peugeot, pareil, hein. Il y a qu'au Qatar en fait où il y a eu la disqualification de la 93 et donc la place hors des points de la 94, mais sinon ils jouent placé. Quand tu vois la saison de Cadillac, une fois sur deux ça crache ou ça s'abandonne ou ça fait n'importe quoi. Lamborghini, c'est pareil, c'est une année d'apprentissage, hein. Une fois sur deux on marque pas de points, et puis on parle pas d'Isota qui a fait une course sur deux, mais c'est vrai que t'as quand même la prime à la constance, je dirais. La prime à la constance, et surtout moi ce que je vois avec Alpine, c'est qu'il y a une prime de montée en puissance. Alors ils avaient commencé fort, certes, et en plus ils ont profité de la disqualification de la Cadillac pour la première manche au Qatar. Mais là, si tu regardes les dernières manches, ça monte au niveau des points. Ça fait 12 points pour la meilleure à chaque fois, hein, c'est ça. Hein. Ça fait 12 points à Austin, ouais. Ça fait 15 points à Fuji. Donc si on suit la logique, normalement, il y a peut-être une place à gratter en plus. Il y a peut-être un 18 points à aller chercher. Ça pas mal, et pourquoi pas un 20 points avec la 36, avec Charles Milesi qui... Tu sais, Charles Milesi, il avait décroché son titre mondial en 2022 en LMP2. Hein. Il y a un coefficient, puisqu'on est sur une épreuve de 8 heures, donc c'est même plus que 18. Mais ouais, je suis ça. Je pensais pas me passionner pour cette aventure alpine, mais finalement, c'est ce qui m'intéresse maintenant, là, tu vois. En tant que Français et en tant que observateur du championnat, ça m'intéresse de voir comment ils vont switcher l'année prochaine, parce que ça a l'air d'être vraiment... le contexte global du sport auto fait que, clairement, en Formule 1, ça commence à sentir le sapin pour Alpine. Ne plus avoir ses propres moteurs, avoir une équipe qui est complètement en train de se déliter. Enfin, on va pas revenir en détail là-dessus. Hein. Si ça vous intéresse, vous avez déjà lu, j'imagine, et vu comme nous. Mais du coup, ça veut dire que le focus peut aussi être remis sur l'endurance. Non pas qu'il y était pas déjà, mais là, ils ont une branche, c'est même plus une branche, c'est quasiment le tronc qui va être coupé. Donc, avec Viry notamment, qui arrête le développement des moteurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai focus qui va être mis sur Alpine. Est-ce que ça va se traduire par l'injection d'euros supplémentaires ? Oui, je pense. Est-ce que ça va se traduire par des efforts marketing encore plus forts ? Malheureusement, je pense. Bon, mais on l'a dit, hein, Alpine qui a mis des billes finalement dans le projet Endurance, qui est pas majoritaire, mais pas loin, 49%, 51% pour Signatech. On a le site de Bourges là qui maintenant va être investi par Alpine. Enfin, donc je pense qu'il y a un vrai changement et on a compris que l'endurance était la voie à suivre. Hein. S'ils peuvent faire ça dans la durée, je serais vraiment un fan et un futur acheteur d'Alpine A110, ça finira de me convaincre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'histoire, et on est en train de vivre un peu de construire un peu des légendes, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, Bahreïn ou le Qatar, c'est pas des circuits pour lesquels j'ai une attirance folle, mais il faut se rendre à l'évidence,
c'est des circuits qui, comme tu l'as dit, par exemple Bahreïn, tu vois, qui est présent au calendrier depuis longtemps. Il y a des épreuves qui se déroulent dessus, il y a des courses qui se déroulent, il y a des légendes qui se créent autour de ça. Évidemment, moi j'ai plus de légendes et je préfère Spa-Francorchamps, Imola, j'ai rien contre. J'aime bien Austin aussi, tu vois, Fuji, je trouve ça super. Et en fait, il y a des légendes qui s'écrivent comme ça, qui se construisent. Et les équipes y participent directement. La Porsche 963, on s'en souviendra dans 10 ou 15 ans. Même si Porsche arrête le programme demain, ils ont déjà marqué le sport avec cette voiture et avec leur aventure. La Ferrari, évidemment, les 499P, c'est encore plus fort. Et je trouve que Alpine a une opportunité de s'inscrire dans la durée. Parce que, enfin, moi, je repense au début d'Alpine, aux 24 heures du Mans, donc c'est 1963. Je pense à toute cette évolution, à l'esprit Jean Rédélé, tu vois, la volonté de créer un lien entre les voitures de série, qui demain vont être quand même moins fun, on va pas se mentir, mais trouver ce pont entre les voitures du quotidien et les voitures qu'on utilise sur circuit, les voitures plus plaisir. Je pense qu'ils ont une vraie opportunité et sportive et business de se construire une image. Il faut le faire de manière intelligente. C'est vrai que c'est bizarre quand tu vas avoir toute ta gamme en électrique de rouler dans un championnat comme ça et de pas être en Formule I, mais je sais pas, il y a une cohérence à trouver, et maintenant qu'on a dégagé la branche pourrie de la Formule 1, enfin, on est en train de la dégager, en tout cas de la couper, l'acier, je sens que si les bonnes décisions sont prises, et heureusement, comme tu l'as dit, il y a Philippe Sino notamment dans la barque, donc tant mieux, je pense qu'il a du poids, il peut jouer sur certaines décisions et influencer, j'ai le sentiment qu'ils peuvent construire quelque chose de fort dans les années à venir. Faut pas que ça soit un engagement qui, dans un an ou deux, si ça apporte pas les résultats, soit dégagé. Alpine n'a pas gagné tout de suite aux 24 heures du Mans. Alors ils ont gagné dans les années 60 l'indice de performance, voilà, des choses, des victoires de classe, mais ça n'a pas gagné avant les années 70. Au général, il y avait une vraie montée en puissance. Et il faut garder cet esprit, je pense, et ne pas miser que sur la victoire, mais plus sur la présence, l'expérience. Enfin, mais ça, je crois comprendre qu'il y a des gens qui savent faire, qui sont en poste pour ça. Ouais, exactement, et miser sur la performance et pas que la com, comme tu disais. Donc voilà, on aussi, peut faire confiance aussi à Bruno Famin là-dessus. Donc bon, espérons que ça roule et que ça soit bien. Moi, je miserais quand même. Alors, j'ai pas envie de me lancer dans des pronostics parce qu'on va forcément tomber à côté. Allons-y. Ah oui? Ah ouais, carrément. Bon, de toute façon, pour le titre, je crois qu'on est quand même tous les deux d'accord. Hein. Oui. Porsche va l'avoir. Bon, ok. Qui va s'imposer? Alors ça, c'est la question. Toi, tu continuerais la série de Toyota, quoi. Ah non, moi j'ai envie d'être joueur. Ok. Ouais, alors après, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Vous allez enregistrer, vous allez me dire, mais il dit n'importe quoi. Mais moi j'aime bien le spectacle. Et puis comme je vais commenter la course, j'espère qu'elle sera disputée cette course. Donc moi je verrais bien, pourquoi Cadillac. Pas. Ouais, une victoire Cadillac. Non mais je suis joueur. Je suis trop joueur là. J'ai envie avec Sébastien Bourdet, je sais pas, pour le spectacle, pour tout ça. Je me dis que le circuit est moins dangereux et qu'on peut faire des manœuvres n'importe comment et que ça peut passer. Donc Karl Bamber va être à domicile dans son jardin. Il va tenter des dives de fou. Non, je sais que c'est risqué et que ça va peut-être certainement pas arriver, mais j'ai envie de croire à la victoire de Cadillac numéro 2. Et toi? Je regarde, je réfléchis en même temps. J'ai envie de croire à... Je verrais bien une victoire Ferrari encore, comme ça ferait que cette saison 2024 serait vraiment celle où Ferrari a gagné ailleurs qu'au Mans. Ils ont gagné avec la privée notamment. Puis là, une autre victoire, ça en ferait 3 dans la saison du WEC. Ça montrerait que c'est pas une voiture taillée que pour les Inodières. Ouais. Et ça serait la première victoire à Bahreïn d'une Ferrari en sport prototype. Donc ça viendrait casser la série Toyota, comme on l'a dit. Mais c'est pas Porsche qui la casse, c'est encore un autre constructeur. Donc c'est vraiment pour montrer que la série victorieuse de Toyota, maintenant c'est terminé. Et Ferrari est capable de les battre, et Porsche aussi est capable de les battre. Ouais, ça serait rigolo. Et pourquoi pas un Pierre Guidi pour prendre sa revanche sur 2021? Revanche, oui, enfin oui. Non, mais tu te souviens, oui, les légendes s'étaient créées entre Pierre Guidi et Christensen. C'était Christensen ou c'était Estre, je sais plus, mais oui. Notre ami Alessandro avait été un petit peu tactile. Voilà. Piste. Exactement. Donc c'était un peu chaud. Voilà, les légendes se sont construites. Je disais revanche parce que ça pourrait être dans la propreté cette fois-ci, le dépassement. Pourquoi pas? Eh ben tiens, un podium Cadillac, Peugeot, Alpine. Allez. Je vais le parier. Bon, je vais peut-être être en banqueroute la semaine prochaine. Hein, quand on va faire le débrief. Heureusement qu'on peut pas miser là-dessus, mais. Heureusement que je suis, je suis surveillé pour les paris. Non, c'est pas vrai.
Ah, t'es sous tutelle Mais toujours, c'est ça. Non, mais alors je suis joueur. moi je fais Ferrari, Toyota, Porsche, tu vois. Ah ouais. Une Toy arrive quand même à être devant, mais au niveau des points, bah ça suffit pas. Et c'est Porsche qui est titré. Ah, pas mal, pas mal. Ok, ça peut être sympa. Tu mises pas sur un triplé comme au Qatar, triplé Porsche, hein. Ça, c'était exceptionnel. Non, non, je mise pas là-dessus parce que j'ai l'impression que les choses ont un peu changé. Le, j'ai l'impression que ça prend une mauvaise tournure là, les Porsche privés. Bah, enfin, Jota va basculer chez Cadillac. Alors, Ouais. ils ont démontré de belles choses hein, cette année, évidemment. Ils ont même gagné une course, donc. Bah oui. Mais oui, ils peuvent finir sur une excellente note, un petit peu comme il y a eu au Petit Le Mans avec la victoire Wayne Taylor, etc. Enfin, Ouais, ouais. oui, ils peuvent finir sur une bonne note, mais je les vois pas trop. Et puis les Porsche privés, globalement, je suis un peu déçu, je t'avoue, cette année, finalement, Bah oui, moi aussi. de Alors ça. pas déçu parce que Jota a bien démarré la saison, mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'année, ils ont craqué en fait, hein. Au fur et à mesure, c'est Hmm. moins bien, c'est brouillon, c'est pas aussi solide que par le passé. Et puis on sait pas trop si l'année prochaine finalement il y aura beaucoup de Porsche privés, hein. Il y aura Proton, Ouais, mais c'est tout. Non, c'est tout, je pense que c'est ça alors que le c'est seul dingue. truc. Alors que pour moi, quand même, j'en reste persuadé, mais je pense que c'est un avantage pour Porsche, hein, d'avoir plus de retours. Ils s'en sont Ouais. pas vraiment servis en fait. Ouais, mais ils m'ont fait mentir parce que c'est moi qui expliquais avec toute ma science en début de saison là. Je vous ai imposé ça. Je disais que Porsche, quand ils viennent après, ils vendent des châssis, ils dominent façon 956, 962 Bah ou oui, Porsche 911 mais GT1 j'y croyais et aussi. qu'ils écrasent la compétition et que c'est fini et qu'ils tuent les trucs et on est obligé de refaire une nouvelle catégorie. Bah, en fait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer l'année prochaine parce que on aura toujours la Porsche Proton, mais qui va peut-être devenir un peu plus officiellement l'écurie satellite de Penske. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, là, on voit qu'il y a une promotion pour Julien Andlauer, notamment. Bon, il était déjà dans le giron Porsche depuis longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ils vont se regrouper autour de ça. Aux États-Unis, ça va continuer avec JDC, mais il n'y a pas cette volonté farouche de d'écouler des châssis et de dominer toutes les C'est catégories. vrai. Donc, tant mieux, hein. Franchement, tant mieux pour le Tant mieux spectacle, parce pour que nous. sinon, ah Oui. ouais, ouais, ah ouais, ouais, Faut pas casser le jouet avec lequel on joue depuis un petit moment et qui est génial, hein, ce WEC, hein, justement, et qui a qu'on été a attendu créé. tellement d'années avant de pouvoir jouer comme ça qu'il faut pas qu'on C'est retombe clair. dans du travers. Non, non, ouais. D'ailleurs, je crois que les périodes d'homologation, elles ont été un petit peu allongées, et tant mieux, hein, pour un retour sur investissement, entre guillemets, pour Mhm. les équipes. C'est jusqu'en 2029 qu'on verra des hypercars sous cette forme actuelle. N'hésite pas à prévenir Peugeot de ça, parce que je sais pas s'ils sont au courant. Ah, ah oui. Il faudra trouver de la perf. Faudra rouler que sur des billards. Ils ont dû voir le mémo tomber, ils se sont dit putain, elle a encore homologué 5 ans. Ah, ouais, Ah d'accord, non. merci. Bon. Surtout que, roule, alors je me le permets, allez, on est entre nous, rouler sur des billards, c'est pas Peugeot qui le fait, c'est Alpine avec Lisa Billard. Vous l'avez ou pas? Bon, d'accord. Bon. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Je drop the mic. En fait, je commence à comprendre. Tu me sors des phrases comme ça parce que tu veux que ça soit en extrait en intro, puisque les gens écoutent beaucoup les intros. Après, Ah, non, les écoutes, évidemment, se diminuent au fil du. Tu veux vraiment avoir bien la sûr. fame de l'introduction, quoi. Ok. Non, 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 je ne veux pas ça. Les intros, c'est bien, mais on veut que les gens soient fidèles jusqu'au bout, et vous l'êtes. Donc voilà, j'en profite pour vous encourager aussi à laisser des petites étoiles et des commentaires comme vous le faites, mais on est toujours preneurs et c'est toujours sympa d'avoir vos retours. On va parler d'LMP3. Non, c'est pas vrai. Euh, Parce que je sais qu'il y a des fans d'LMP3, donc c'est pour ça. Non, on va parler d'LMGT3 dans un instant. Juste avant d'en parler, on n'a pas trop évoqué Lamborghini. Bon, une année d'apprentissage, voilà, on espère pour eux que ça Ouais. puisse voilà, se terminer dans les points, peut-être, cette saison. Ouais. Ouais, Voilà. Ouais. Voilà. d'accord. Ok, Bon. Je sais pas. pas grand-chose à dire. Ah Bon, non. très bien. LMGT3. Alors on a Oui. des petites nouveautés d'ailleurs qui sont tombées pour l'année prochaine avec la couleur orange qui ne sera plus orange puisqu'on va revenir à la couleur verte. Alors c'est un détail, Mhm. mais ça rappelle le LMGTE Pro. Alors je sais pas quelle est la raison de ce revirement, mais on passera donc avec la couleur verte pour cette catégorie. Je sais pas ce que t'en penses, c'est anecdotique Rien je du sais, tout. mais Je bon. pense à rien du tout. Je sais pas. Je vois pas le. Ouais, c'est bizarre, hein? Je sais pas, moi ça m'a surpris. Bon. Ouais. Je sais pas.
Bon, il y a eu des modifications aussi, ça sera pour l'année prochaine, pour le format de qualification, avec l'Hyperpole qui sera réservé aux pilotes Silver, alors que la première qualif sera les pilotes bronze. En fait, on inverse ce qui s'est passé finalement, cette année. Ouais, alors pourquoi faire ça? Je sais pas. Mais voilà, c'est une petite règle qui change. Y a aussi, Je pense que les pilotes Silver avaient envie, et puis même, je vais aller même dire les pilotes oui. Gold aussi, avaient envie d'aller se mêler aux pole positions. C'est vrai que c'est toujours réservé aux pilotes bronze, c'est Hyperpole. Ça peut avoir ce côté frustrant. Moi, je serais allé même plus loin. Alors, c'est peut-être plus difficile à mettre en place, mais j'aurais fait un roulement je sais pas, on tire du chapeau. Ok, alors cette semaine, c'est bronze première qualif, silver Hyperpole. Là, on tire, hop, là c'est gold première qualif et silver deuxième. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais eu un petit peu de, je sais pas, un petit peu de piment, mais que ça soit un petit peu le hasard aussi qui décide. Je sais pas. Moi, je repartirais carrément dans un cycle. Je sais que ça compliquerait beaucoup les choses, mais moi, je repartirais dans un cycle où tu fais la moyenne du meilleur temps des 3 pilotes. Tu vois. Ah oui, Ouais, tu mais ferais bon, ça, c'est toi? chiant à faire, hein. Parce que, tu vois, aux 24 heures du Mans, par exemple, maintenant, enfin, ça n'a pas toujours été, parce que la pole position n'a pas toujours eu lieu aux 24 heures du Mans, mais je sais plus depuis quand ça existe, mais années 60, je crois, je sais plus. Bref, je dis, oh putain, là, il y en a qui vont tomber dessus. Ah oui. Mais Bah, c'est pas grave, vous allez commenter et mettre des étoiles, c'est très et bien. maintenant, 5, c'est hein. devenu un élément où en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une performance individuelle. Évidemment, aux 24 heures du Mans, je me souviens du tour de Kobayashi, de folie. La performance de Kevin Estre cette année avec la pole, c'est pareil, c'est dingue. Donc, ouais, je trouve que c'est beau. Mais par contre, tu vois, en dehors des 24 heures du Mans, je pense que je mettrais en place un système de moyenne du meilleur temps des 3 pilotes. Alors, c'est peut-être trop compliqué à mettre en place, c'est moins lisible. Mais je trouve que ça permettrait de valoriser un peu plus la performance globale de l'équipage. Je sais pas. Je ferais une Ouais, c'est vrai. expérimentation, tu vois. Je mets ça en place pendant un an. Puis après, je reviens à l'ancienne formule. Ah non, 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 on fait pas ça, hein, on fait pas ça, on reste stable sur nos appuis, hein, comme on dit, hein, avoir une réglementation qui soit pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se laisse le temps de pouvoir tester des opportunités comme ça, puis après, peut-être de changer éventuellement. C'est vrai qu'au 24 heures du Mans, on a essayé une règle avec le safety car en 2023, on s'est rendu compte de quelque chose, et hop, et on est revenu en 2024 avec une autre règle. Donc ça, c'est plutôt intelligent de la part des officiels, je trouve. Ouais, voilà, non, mais c'est bien de tester, de voir ça. De toute façon, enfin, le rôle du bronze est déjà prépondérant sur le rythme en course. Oui. C'est bien de pas lui donner non plus aussi tout le temps ce rôle de qualifier la fin, d'avoir la meilleure performance. C'est bien de donner ce rôle-là à un pilote qui est, en théorie, sur le papier, un peu plus performant. D'aller chercher des meilleurs tours aux courses, quoi. D'ailleurs, je rebondis parce que moi j'étais pas content du fait que les pilotes Porsche en hypercar soient à 2. Ça sera impossible en LMGT3 d'être à 2 puisque justement on a ce fameux pilote bronze et que il faut qu'il soit accompagné de 2 autres pilotes. Donc ça, pour le coup, c'est bien qu'on reste à 3 en LMGT3 justement, Mm. où le titre a déjà été joué avec Monte, hein, avec Klaus Oui. Barler, Alex Malikin et Joel Sturm. Je sais pas trop ce qu'on peut espérer de cette épreuve de Bahreïn en LMGT3. Je sais que l'année dernière, ça avait été plutôt une belle performance des Iron Dames, hein, puisqu'elles avaient gagné pour la dernière course de GTE de l'histoire du WEC. Est-ce que les Iron Dames peuvent, avec leur Lamborghini, qui l'année prochaine ne devrait plus être la voiture qu'elles pilotent, finir sur une bonne note? Parce que on sait qu'en ELMS, elles étaient parties pour gagner, et puis il y a eu Mm. des consignes de Ah, piste, enfin des consignes de course. euh, je sais pas sur qui je mise. Bah, C'est sur plus dur, Porsche, hein, hein. je pense que. Ouais, mais c'est pas évident. C'est vrai que on a une variété, on a une diversité d'équipes, de châssis qui est intéressante. Je donnerais la dernière à Aston Martin. Ah, pas mal. Ouais, je Petite je transition te avant rejoins l'arrivée de la peut-être. Valkyrie, tu vois. Je te rejoins peut-être parce que l'année dernière, ils avaient terminé sur le podium avec la D-Station Racing et la Northwest AMR. C'était les Irondems qui avaient gagné, on le dit, mais les 2 Aston étaient sur le podium. Eh ben tiens, pas mal. Effectivement, ça peut être une dernière victoire pour Aston. Moi, j'ai envie de jouer et de dire que peut-être que BM peut réussir à faire quelque chose. C'est très risqué, hein, ce que je dis, mais pourquoi pas. Je sais pas si les McLaren peuvent être dans le coup en LMGT3. C'est vrai qu'on a moins tendance à suivre ce championnat. Je suis assez déçu. C'est un peu comme le LMP3, tu vois, je disais ça en rigolant, mais Ah, c'est normal, ouais. où on suit moins le LMGT3. Bon, on le suit un petit peu quand même, mais c'est vrai que Porsche domine. BMW a réussi à sortir son épingle du jeu à Fuji et à Imola sur des conditions un peu plus difficiles. Bon, je sais pas trop. C'est vrai que Aston sera dans le coup, on l'imagine en tout cas.
Et peut-être McLaren. McLaren qui joue placé quand même depuis le début de saison avec Grégoire Saucy, James Cottingham et Nicolas Costa. 3 fois quatrième. Ça rate le podium, mais de peu. Bah écoute, voilà. Ouais, t'es pas motivé toi sur le LMGT3. T'es pas. Non, mais c'est parce que c'est, comme tu l'as dit, quand, quand la victoire pour le général en LMP1, par exemple, époque 2018-2020, quand c'est un peu éclaté, on s'intéresse au GTE Pro. C'était des grandes années. Là, vu que la victoire pour le général est hyper intéressante, le LMGT3 passe un peu à la trappe. Non pas que ce soit pas intéressant, parce que je trouve que c'est très bien, mais on les voit moins et le temps que j'ai pour me concentrer sur les courses d'endurance, effectivement, je préfère le mettre sur la compréhension de l'hypercar que sur le LMGT3. D'accord. Mais non, mais c'est très intéressant à suivre. Après, là, il y a eu une vraie domination Porsche, quoi. Un peu plus, quand même. Sur la durée de la saison, ils ont quand domination même beaucoup plus... d'une seule des deux voitures montées, parce ouais. que certes, la deuxième, celle de Litz, Schuring et Shaheen, est dans le rythme, mais en fait, à chaque fois qu'elle termine, c'est sur le podium. Victoire à Spa, victoire au Mans, troisième à Austin. Par contre, les autres fois, c'est abandon. Tandis Non, que ouais. celle de Barler à Malikin Sturm, c'est à chaque fois sur le podium, sauf au Mans, où ils ont eu un problème mécanique, mais ils avaient fait la pole. Donc là, c'est vraiment deux stratégies très différentes et je pense qu'ils sont plus solides sur l'équipage donc qui s'est imposé au championnat. Donc là, c'est déjà fait. Oh, il y a la lutte pour la deuxième place quand même qui va être Mm. assez intéressante entre BMW, Aston et puis la Porsche numéro 2 justement, enfin numéro 2. La deuxième Porsche, si tu veux, qui est actuellement vice-championne. Ouais, je verrais bien. Voilà, BMW et Aston qui se battent face aux Porsche, pourquoi pas. Je vais malheureusement enlever les Iron Dames de la lutte à la victoire, mais je sais pas si c'est justifié. On verra. C'est vrai que je vois pas trop les Lamborghini se placer. J'espère dire d'une bêtise et que la semaine prochaine on revienne en se disant que c'est Lamborghini qui a fait le show et qui a gagné, mais bon, pour l'instant je les vois pas. Ouais. Ouais, non, mais elles auraient été plus loin. Enfin, j'ai pas la vision globale de la saison, peut-être que je dis une bêtise, mais quand même, en WEC, elles sont plus loin qu'ailleurs, qu'en ELMS, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'est pas que dû à la voiture, mais je pense que la Lamborghini n'est pas non plus la voiture la ouais. plus efficace sur cette compétition à l'MGT3. Et puis j'ai rarement entendu, je les ai rarement entendus, les trois, parler du comportement. Enfin, en tout cas, j'ai plus entendu Sarah Bovine notamment, mais ses coéquipières aussi, vanter la Porsche et son comportement et Hmm. sa maniabilité plus que la Lamborghini. Peut-être qu'il y a un code, peut-être qu'elles n'ont pas le droit de critiquer la Lamborghini, tu sais, vu qu'il y a un Oui, contrat. c'est ce que j'allais dire. Non, mais parce que dans le podcast Trajectoire, elle me dit qu'elles sont un peu plus loin en WEC, mais que c'est pas forcément que dû à la voiture aussi. Il y a eu Ok, ok. des petits coups de malchance, notamment au Brésil, où Michel Gatting rentre dans la voiture et il y a une durite qui se défait. Bon, bah ça, on peut rien, quoi. Je veux dire. C'est vrai que c'était impressionnant ça, ouais. Ah ouais, un tour et paf, abandon. Donc là, compliqué. Elle reste sur une cinquième place à Fuji, les Iron Dames. Donc bon, on va voir. C'est vrai que Fuji, c'était une course un petit peu particulière. C'est Ferrari qui avait gagné. Et c'est souvent à Fuji qu'elles sont placées, ces Ferrari. Alors est-ce qu'à Bahreïn, ça peut le faire aussi? Faut voir, faut voir. Ça, en LMGT3, on a peut-être un petit peu moins de billes là-dessus, mais ça va Ouais. être intéressant, en tout cas, cette course qui va débuter donc samedi. On roule le samedi. À partir de midi jusqu'à 20h, on sera là en direct. Donc moi, je vous parle de ma paroisse. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais sur Eurosport, on retrouve cette course. Donc prise d'antenne 11h30, je crois. Et puis jusqu'à 20h30 ensemble donc pour cette belle course qui verra aussi le lendemain les rookie tests, une vraie chance pour les jeunes talents. Depuis 2016, on a le test des jeunes pour peut-être leur offrir aussi une opportunité de se faire repérer, pourquoi pas. On se souvient que Paul Louchatin avait testé l'Audi R18, que Pipo Derani avait roulé avec la Toyota TS050. On a eu des pilotes comme Thomas Laurent aussi qui ont testé. Et là, cette année, c'est Richard de Gérus qui sera en hypercar, notamment avec l'hypercar qui gagnera, donc on imagine Porsche. Julien Orion qui a raté le titre de peu en LMP3 en ELMS, qui lui sera au volant de la Porsche 911 GT3R de chez Mante. Et puis on aura alors des rookies, oui, rookies en endurance, mais des pilotes qui vont tester. Ça t'a surpris ça ou pas? Théo Pourchère, Clément Novalak sur la Peugeot. On aura Victor Martin sur l'Alpine. On aura également Esteban Masson sur la Toyota. Enfin, ça va être intéressant. C'est marrant parce que, ouais, il y a un truc quand même il y a un appel d'air, quoi. Tu vois bien que la filière F2, F3, que tu connais très bien,
Oui. Il y a un moment, il y a un plafond de verre qui s'appelle la Formule 1, où il y a des pilotes qui ont plus de 40 ans qui sont toujours au volant, donc c'est compliqué d'avoir un baquet. Donc ces pilotes-là qui sont des talents, comme tous ceux que tu viens de citer, hein, Victor Martin, Théo Pourchaire notamment, qui sont des noms qu'on connaît bien, qui sont déjà très médiatisés, c'est pas des pilotes en devenir, c'est déjà de très très bons pilotes, donc faut qu'ils trouvent un volant. Et alors je sais pas si c'est juste par courtoisie, par contractuellement, que Victor Martins, qui est du coup dans la filière alpine, se retrouve au volant de l'Alpine Hypercar, ou que Théo Pourchaire en tant que Français, voilà, bien inscrit dans le monde du sport automobile français, se retrouve au volant de la Peugeot, mais je pense qu'il y a quand même des intérêts derrière tout ça, pour eux, de voir leur ressenti, leur feeling, et peut-être suivre cette piste. Moi, je vois ça. Je vois aussi un peu plus avec mon œil endurance, la présence de Daniel Harper et Max S. Donc ça, c'est du pur produit BMW. C'est des pilotes qui font partie... Il n'y a pas un autre pilote BMW qui va rouler en hypercar et on en parlait Valentino Rossi. Et Valentino Rossi, oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est vrai. Mais Daniel Harper et Max S, eux, ils sont dans le programme jeune BMW Junior Team. Donc ça, c'est une initiative vraiment à l'ancienne. Moi, j'aime bien ça, d'avoir une équipe avec des rookies. Enfin, des rookies. Ils ont commencé sur des M135i, au Nürburgring, passer sur des M4 GT4, M4 GT3. C'est vraiment cette volonté, comme faisait Mercedes à l'époque avec sa filière, avec Frenzen, avec Schumacher, vraiment de faire monter en puissance des jeunes. Et donc là, ils arrivent jusqu'à l'hypercar, certes pour un rookie test, mais ça va être intéressant à suivre. Et Valentino Rossi, évidemment, oui. Ouais, mais moi je suis moins confiant. Mais bon, ils avaient dit qu'ils le feraient tester. Ils veulent vraiment le mettre en hypercar, hein. De toute façon, c'est sûr. Évidemment, ils ont un intérêt de dingue à le mettre dans une hypercar. Ouais, mais je me fais. En fait, je suis pas objectif parce que je me fais dépasser par le côté notoriété, par le personnage, alors que intrinsèquement, je pense que oui, s'il est là, c'est que c'est pas usurpé. On a aussi du Thomas Neubauer quand même. Mais... Faut le signaler aussi. Hein, c'est vrai qu'il y a des noms, Arthur Leclerc, Thomas Neubauer. Il y a des noms un peu. C'est dingue. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. En GT3, t'as repéré des choses qui te... il y a Gillian Henrion, du coup, qui sera là. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes justement à surveiller. Je crois qu'il y a un Fred Vesti aussi qui sera là, qui devrait rouler. Franck Pereira qui va rouler chez Lamborghini, tiens, c'est assez rigolo. Et puis, donc ça c'est chez Cadillac, hein, que Fred Vesti va rouler, parce que normalement l'an prochain, enfin ça a été officiel ça, il sera en IMSA. Ok. Et après pour les jeunes, non, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Célia Martin. Bah oui. Non mais voilà, c'est ça. J'allais le dire justement, Célia Martin. On cherche la pilote bronze de l'équipage Iron Dames et je pense que c'est elle, hein, qui va hériter de ça. Aurélien Panis qui Martin devrait être... Gatting, ouais. Ouais. Aurélien Panis chez Lexus. Après, on aura Charlie Wurtz qui était en Formule 3 cette année et qui sera sur la Porsche Proton Compétition. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va suivre les traces de son papa et d'aller en endurance? Bon, à voir. Et on a José Maria Lopez aussi, qui est inscrit. Ouais. C'est vrai, en junior? Pas mal. Ouais, c'est un rookie un peu brouillon, mais... Bah oui, mais c'est ça, c'est comment dire, c'est l'expérience qui va rentrer. Ouais, c'est marrant. C'est un mix, effectivement. Il y a des pilotes. Non, parce que pour expliquer, sur cette liste des engagés en rookie test, il y a tout ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire des pilotes jeunes, moins jeunes, mais en tout cas, l'idée c'est de faire rouler des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur ces voitures hypercar comme GT3. Et puis de temps en temps, il y a quand même un ou deux pilotes qui sont là pour être un peu les capitaines de navire. Hein, c'est un peu ça, quoi. Hein. José Maria Lopez, René Rast, Dries Vanthoor, je vous en cite comme ça quelques-uns. Mathieu Jaminet, il n'a pas besoin de rouler beaucoup la 963. Je pense qu'il connaît déjà un petit peu l'environnement. Je crois. Mais mais à côté d'un Réchat de Gérus, par exemple, voilà, il va être là pour lui expliquer un peu comment ça fonctionne et servir de capitaine de la journée, quoi. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Ce qui est rigolo, c'est que c'est Jules Gounon qui a été choisi pour être le capitaine chez Alpine, alors que c'est pas celui qui a roulé le plus dans la voiture pour accompagner Victor Martins. Non, mais je pense qu'il connaît bien déjà, ouais. Ah non, mais il connaît très bien, c'est sûr. Danny Juncadella et Charlie Eastwood, hein, qui seront chez Cadillac aussi, donc bon, ça peut être intéressant. Voilà, il y a des noms qu'on va suivre.
Et on y reviendra de toute façon, hein, évidemment, sur cette liste de rookie test. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais on reviendra justement sur la présentation de l'année suivante en se disant, tiens, ceux qui ont roulé en rookie test ont-ils réussi à avoir une place en WEC? Voilà. Exactement. Ouais, carrément. Les in et les out, quoi. Qui a gagné une place et Voilà. qui est sorti. C'est ça, exactement. Bon, c'est quoi ton actu dans cette fin de saison là? Parce que j'espère que tu vas regarder les 8 heures de Bahreïn sur ton canapé sur Eurosport en ma compagnie. Non, c'est pas vrai, tu m'as dit que tu regardais pas. Non, bah puis en plus là, oui, non, non, tu vas pas. Bon, d'accord. Il va y avoir des difficultés pour suivre la course et pour la débriefer, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça va Ah être oui, c'est compliqué. vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, on aura peut-être un débrief un peu spécial la semaine prochaine. Voilà, on vous dit ça parce qu'en fait, Anthony vous dit ça parce qu'il sait pas sous quelle forme ça va se faire, mais en tout cas, ça sera probablement sans moi. Je vous ferai une infidélité la semaine prochaine. Mais non, bah là, mon actu, écoute, je sais pas ce que je peux te raconter. Si, je suis en contact avec Tom Dillman, j'en parlais dans le dernier épisode, donc on va s'appeler, on va échanger un petit peu sur sa saison, parce qu'il a quand même Belle 2 saison, titres en IMSA et un titre de vice-champion en ELMS, donc je pense qu'il a des choses à raconter, donc voilà, c'est ça mon actu, écoute, le coup de fil à Tom Dillman. Ah oui, c'est vrai, je me souviens pendant le confinement chez Auto Hebdo, il y avait le coup de fil à un ami. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, exactement. Ouais. Ben oui, je croyais que c'était une référence que tu faisais. Oui, c'était une référence. Oui. Non, pas du tout. Bien sûr. C'était ce que tu avais prévu. Ah, moi, je suis un peu plus occupé là ce week-end. Là, je vais faire donc les 8 heures de Bahreïn. Ça, je suis trop content de pouvoir faire encore une course de WEC après avoir commenté les 6 heures d'Austin. Donc sur Eurosport, voilà, on va faire ça à 4. On n'est même pas 3, on est 4. Nous, on est plus que les équipages de WEC avec Gilles Delaposta, avec Paul Belmondo et Nathanaël Berton. Donc ça va être super intéressant à suivre et à vivre. Entre-temps, je serai aussi un oiseau nocturne puisque je vais commenter le Moto 3 et Moto 2 sur Canal+, à Sepang. Ça va être assez intéressant. Et puis le podcast Trajectoire qui continue aussi. Alors j'ai un petit peu moins de régularité, je m'en excuse parce que j'avais l'ambition de mettre un épisode chaque semaine. Parfois c'est un petit peu plus compliqué, à la fois pour les enregistrer et puis pour les mettre en forme, j'allais dire. Mais le dernier sort cette semaine, donc justement, et ça sera sur Five, un champion de moto qui est devenu paraplégique, qui s'est reconverti dans la musique. Enfin, c'est un super profil, un super parcours, et c'est un gars que j'ai commenté sur Motors TV en 2012 et en 2013 quand il faisait du super motard. Donc voilà, que de souvenirs. Ok, intéressant. Ah, c'était super top. Et puis récemment, alors je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais j'ai eu l'honneur d'être la personne ciblée pour un covoiturage chez Auto Hebdo. Incroyable. La personne ciblée, tu étais dans le viseur. Ah ok. Je remercie Dorian Grangier. Franchement, un vrai plaisir d'avoir pu partager une journée avec une voiture que je vous laisserai découvrir dans Auto Hebdo. Je ferai la communication quand même en novembre ou décembre, je sais pas quand ça sortira, mais une voiture qui me tenait à cœur. Voilà, tout simplement. Et donc tu as pu t'épancher sur ta vie et ton œuvre pendant... Oui, ça, à mon avis, il va couper, il va tailler dans la masse, parce qu'on a parlé longtemps sur mon parcours. C'est vrai que je passe un peu sous les radars, hein, on peut le dire. Et en fait, je me suis rendu compte. Mais non, mais je me suis rendu compte en racontant mon parcours qu'en fait, c'était dingue. Je m'en rendais pas compte, quoi. Voilà. Tout ce que tu as pu commenter et suivre comme discipline et tout ça, quoi. Bah ouais. Ah, j'étais content de commenter la Formule 1 là, c'était dingue ce week-end là avec Franck Montagny, superbe. Je vais pas trop parler de Peugeot, mais si t'as des questions quand je vais aller le voir pour, j'imagine, hein, faire un épisode de Trajectoire, hein, j'ai tellement envie de le faire depuis longtemps. N'hésite pas, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur l'endurance avec Franck, tu lui diras qu'il me doit essayer de les poser. Tu lui diras qu'il me doit 30 balles parce que T'es sûr j'ai un contentieux avec Franck Montagny. Franck, si tu entends ce truc, ce message. Tu me dois 30 euros. En fait, j'ai anecdote pour finir le podcast. Alors c'est Le Mans 2000. Toi, tu vas savoir mieux que moi. Le Mans 2006, sans doute. Franck Montagny, il est pilote chez Pesca, exactement, et il doit débarquer du Canada probablement. Enfin, en tout cas, il est pilote Super Aguri. Ouais. Et 2006, donc, il y a un engouement autour de lui qui est absolument énorme, puisque pilote de Formule 1 qui vient faire Le Mans. Français, enfin bref. Et du coup, je suis au pesage des 24 heures du Mans. Pesage qui à l'époque était encore au niveau des Jacobins. Ouais. Et bien sûr,
voilà, tout le monde, il y a un attroupement autour de Franck Montagny, et je me dis, il faut que j'aille aussi avoir un autographe de Franck Montagny. Donc j'y vais, je sais pas sur quoi je le fais signer, mais il devait y avoir des cartes à l'époque distribuées par Pescarolo. Et si tu veux, le truc c'est que moi je suis organisé comme garçon. Je la fais monter cette anecdote parce qu'elle est pas mal. Moi je suis organisé, donc j'ai un crayon noir, un marqueur, pour qu'il puisse signer. Parce que en fait, si tu te pointes et que t'as rien, tu récupères une carte, mais il va pas signer avec un stylo bic, quoi. Donc j'ai un marqueur, et donc je lui tends, il signe la carte, et en fait, il y a plein d'autres gens autour qui ont des cartes, mais qui n'ont pas de crayon. Donc lui, il continue à signer, normal. Et en fait, alors le crayon, je sais pas où il est, mais ça, au pire, c'est pas grave. Je fais c'est bon. Mais, en fait, en se retournant pour signer, il m'a foutu un trait de crayon sur mon t-shirt, mon pote. Mais bien, quoi. Donc j'avais un t-shirt Levi's dont j'étais tout fier, tu vois. Et j'ai un trait de crayon au-dessus du Levi's. Enfin, je l'ai plus le t-shirt, hein. Mais, Ah, c'est dommage. T'aurais dû le garder. Attends, t'aurais dû lui dire, mais vas-y, re-signe-moi. Parce que mais je crois que faut que je cherche dans mes archives, mais tu lui fileras ça quand tu iras le voir pour Trajectoire. Mais je dois avoir une photo, parce que du coup, il y a eu autographe, et je sais même pas si je faisais signer en même temps. Je crois que j'étais plus en mode photo, tu vois. Et donc, j'ai une photo avec Franck Montagny, où j'ai mon t-shirt, je crois, qui est niqué avec un coup de crayon. T'aurais dû lui demander de signer sur ce fameux trait. Oh là là, ouais, à la tu vois, limite, t'as pas voilà, réagi. c'était ça, fallait le customiser à fond, quoi. Très belle anecdote, dis donc. Bah ouais, c'est l'époque où je me permettais de me prendre en photo avec les pilotes, tu vois, parce que tu sais, t'en avais parlé sur le fait que toi, tu l'avais fait aussi. Je le Ah fais bah oui. plus depuis, pour des raisons Non. de distanciation, de séparation des pouvoirs. Non, mais voilà, c'est pas un truc que je fais. Mais à l'époque, je l'avais fait 2006, je crois. Ouais, c'est ça, quand il était chez Pescarolo. Mais bah, moi aussi, de cette année-là, j'ai un autographe. C'était sur le forum Motors TV. Et après, on finit sur les anecdotes. Mais j'étais sur le forum Motors TV, justement, aux grandes années. Et j'étais très, très proche d'un fan de Jean Alési. Je sais plus comment il s'appelle. Vraiment adorable. Il était photographe aussi. Et en fait, il a pris une photo, sachant que j'étais fan de Montagny. Parce que moi, sur mon profil, sur le forum Motors TV, j'avais une photo de Franck Montagny et du casque de Franck Montagny quand même, hein. Waouh! Donc là, le fait d'avoir commenté ce week-end, je lui ai pas dit évidemment, mais le fait d'avoir commenté ce week-end avec lui, que d'émotion. Je veux dire, 20 ans après avoir suivi son titre en World Series by Renault, enfin by Nissan à l'époque, et son accession en Formule 1 en tant que pilote d'essai, je peux te dire que j'en menais pas large, hein, au début, mais je suis tellement heureux d'avoir pu commenter avec lui, ça s'est bien passé. Et donc j'ai un autographe grâce à cette personne, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis tellement déçu, j'aurais voulu lui rendre hommage. Il m'a pris une photo de Franck Montagny, il l'a fait développer. Et cette photo, il l'a faite dédicacée et il me l'a envoyée par courrier. Merci. Ah Macman, je crois ouais! qu'il s'appelait. Je crois Ah que ouais, c'était énorme. Macman, mais je me souviens plus exactement. C'était son pseudo. Macman 27 ou quelque chose comme ça. Et vraiment, je lui en serai toujours reconnaissant. Voilà, c'est un autographe de Franck Montagny sur une photo prise par ce photographe justement qui était sur le forum Motors TV. Bon, c'est bon, on a compris ton anecdote. C'est pas ton épisode trajectoire, là, arrête de nous raconter trop de trucs. Ok, Ah, bah c'est marrant. Bah, toi, tu me feras un entretien trajectoire sur moi. Non, je rigole, j'aime pas ça. Peut-être que on a ça des. viendra, mais j'aime pas. Ça sera pas mon choix. Non, on a des souvenirs avec Franck Montagny. Marrant, enfin, c'est pas mal. C'est Bah rigolo. ouais, sympa. Bah Franck Montagny, c'est une légende, moi je vous le dis. Je suis déçu qu'il ait pas été champion du monde de Formule 1. Franchement, sur le coup de volant, il le méritait. Voilà, je vous le dis. Ouais, et moi je suis déçu qu'il ait pas gagné les 24 heures du Mans non plus. Alors Ah bah je après, suis d'accord. mais Oh, deux fois on va deuxième, pas faire son épisode. 2 fois troisième. On va pas faire son Non. épisode là. Tu le feras parce que j'ai quand même pas mal de choses aussi où je trouvais un petit peu trop brutal en piste. Je pense à 2011 où ça Ah bloque ouais. en piste face aux Audi, tu vois. Mais après, ça fait partie des pilotes justement. Faut être rugueux. Ouais, voilà, instinctif. Enfin, il y a un truc quoi. Et en performance pure, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu avais des équipages, je dis ça, moi j'ai une photo de 908 sous les yeux. Moi, ça me faisait rêver. J'ai jamais été fan de Peugeot en tant que marque. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais un truc avec Peugeot, je sais pas. J'étais Ah plus ouais. crèmerie Audi. Mais par contre, ouais, les Seb Bourdet, Stéphane Sarrazin, Franck Montagny au volant, ça avait quand même une sacrée gueule, quoi. Ah ouais. Il y avait un truc, qui avait une émotion de les voir au volant, ça faisait quelque chose, quoi. Moi, c'était les pilotes, pas forcément la Peugeot. Moi, Oui, voilà, non, moi c'est j'étais ça. Oui, c'est très ça. Audi, mais les pilotes et moi Pesca. Oh là là, la Pesca 2005-6, c'était exceptionnel. Attends, il a roulé avec Sébastien Loeb et Eric Hellary. Bon, bref, on s'échappe. On était à Bahreïn, on a fait la présentation donc du WEC. On espère que ça vous a plu. On va se retrouver donc ce week-end. N'hésitez pas à aller sur Eurosport, hein. Moi, je fais ma petite promo, mais quand même, hein. Bon, après, il y a d'autres moyens de suivre la course, vous les connaissez ces moyens, donc pas besoin de les répéter en gratuit notamment sur la chaîne L'équipe et donc sur l'appli WEC. Voilà,
en payant pour avoir toutes les informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Geoffroy. Je sais pas comment on va faire le débrief, hein, mais peut-être à distance, peut-être. On sait pas. On sait pas exactement comment on va faire. On se tient au courant de la manière de Voilà. faire. Peut-être que ce sera un épisode sans moi. Je te dis, ça sera peut-être le premier. Peut-être. Peut-être tu seras transparent sur cet épisode. Ou Ouais. peut-être on fera un duplex. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. Ah, on peut faire l'idée de faire un duplex. Ah tiens, ça me plaît bien, ça, cette idée. Je te lance des Bon, questions et... Oui, ok. effectivement, mon cher Jean-Louis. Bon, allez, très bonne semaine à tous. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, hein, de cet Endurance Club, évidemment, et de nous mettre des petites étoiles, 5 étoiles, ça serait top, évidemment, un petit commentaire sur Apple Podcast, et puis encourager tous les fans d'endurance à venir peut-être partager avec nous leur passion. Merci Geoffroy, c'était cool. Eh ben, merci à toi et à très vite alors. Et bah à très vite, à la semaine prochaine, en présentiel ou non avec toi. Et puis sinon, on vous concocte des belles surprises avec des épisodes historiques et des previews de l'Asian Le Mans Series. On va parler aussi de l'MP3, tiens, je crois, bientôt. Donc bon, voilà, il va y avoir des choses qui vont être en place. Allez, on vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Salut à tous.